J'ai 3 enfants, la grande qui a 18 ans vient de terminer son bac et ne poursuit pas d'études. Elle ne sait pas qui elle est et pour le moment végète. Et ça, je pense que c'est une question déjà qui est assez importante. Vous dites, j'axe mon guidage vers sa découverte d'elle-même. Or, pour nous, si vous voulez, ceci est une impasse. Car si vous prenez une personne et que vous la mettez dans un endroit et qu'elle reste là à s'auto-contempler, ce qui était très à la mode depuis 2 siècles en Europe, tout le mouvement du romantisme, de la littérature, Proust, Flaubert, etc. Il y a beaucoup de choses autour du regard sur soi-même et de soi dans la société. Eh bien, si vous laissez une personne comme ça face à elle-même, eh bien, elle ne saura jamais qui elle est. Elle ne saura jamais qui elle est. Car on ne devine et on ne finit par connaître ce qu'on est que lorsqu'on est face à des expériences réelles, dans des réactions par rapport aux choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par rapport à des choses qu'on aime faire, qu'on aime entreprendre, ou des choses qu'on n'aime pas faire. À peu près tout le monde démarre avec des idées et des opinions sur ce qu'il est. Et rapidement, la vie nous apprend qu'en réalité, nous sommes faits, nous nous construisons par rapport à des expériences, par rapport à des choses que nous vivons. C'est pourquoi il est, à notre avis, très dommageable de laisser un enfant dans l'expectative et le regard sur lui-même, plutôt que de l'amener à vivre des choses qui lui permettent de s'identifier, d'avoir des activités et en particulier des réussites qui lui donnent un sens de ses propres capacités et une fierté aussi. La réussite, c'est un moteur très puissant de bonheur personnel et d'identité. Quand on n'a aucune expérience de la vie, quand on n'a rien fait dans la vie, quand on n'a aucune responsabilité, on tombe dans la désespérance et dans le regard sur soi-même aussi. Vous savez, tout ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, le romantisme en particulier, est né dans les villes, en Occident, après que tout l'Occident se soit éloigné de la terre et des cultures réelles, du jardinage, la vie pratique, on allait dans les villes. Et du coup, avec cette espèce d'inactivité, d'oisiveté, même si on a un travail, c'est un travail souvent de service. Vous avez beaucoup de ces écrivains sont des gens qui ne travaillaient pas, à part écrire, ils ne travaillaient pas beaucoup. Et il était assez aisé de vivre sans travailler au XIXe siècle parce qu'il n'y avait pas les taxes, il n'y avait pas un coût de la vie comme il y a aujourd'hui. Donc Balzac pouvait vivre avec le peu d'argent que lui fournissaient les articles qu'il publiait, enfin les petites nouvelles qu'il publiait dans la presse. C'était suffisant. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de travailler de ses mains, c'était pas tout à fait nécessaire. Et donc il y a tout un peuple des villes qui a commencé à s'auto-contempler. Et c'est là qu'a surgi le freudisme. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis, d'où je viens, etc. Blablabla. Et ça, tout ça, c'est extrêmement délétère pour nous parce qu'un individu qui passe son temps à se regarder, à se demander ce qu'il est, ce qu'il a été, et quel regret il peut avoir de la vie, et ce qu'il ne sera jamais, etc., eh bien, il cultive quelque chose qui finira par le tuer profondément. Parce qu'il ne peut pas dire, voilà ce que je suis quelqu'un, je suis fier de ce que je sais faire de mes 10 doigts, je sais ce que je sais faire, je suis capable de réussir des choses, je suis encore aujourd'hui capable de faire des choses, j'ai fait de bonnes choses et j'en ferai d'autres. J'ai aidé des gens, j'ai sauvé des personnes, j'ai donné la vie, j'ai élevé des enfants, j'ai peint des tableaux, j'ai fait des choses de ma vie. C'est très important que l'enfant, au lieu d'être dans une espèce de pseudo-quête de soi-même quasi statique, soit plutôt guidé vers les autres et vers le monde et l'activité et la vie pour mieux s'identifier et se connaître soi-même. Alors ça, c'est pour moi l'axe majeur. Ensuite, il y a bien sûr des lectures et la lecture, c'est fondamental. Or, un enfant ne va pas trouver par lui-même, alors que ce soit des activités ou les lectures, l'enfant ne va pas trouver par lui-même des choses qui lui feront le plus grand bien. Pourquoi ? Parce qu'il est évident qu'un enfant qui vous dit « moi j'aime beaucoup par exemple le bateau », c'est parce que c'est un enfant qu'on a amené auprès des bateaux. Un enfant ne va pas vous dire spontanément qu'il aime quelque chose s'il n'en a jamais entendu parler ou s'il ne l'a jamais vu, c'est évident. Donc un enfant ne va jamais s'intéresser par exemple au luth indien ou à la vielle au Moyen-Âge s'il ne l'a jamais vu, s'il n'en a jamais entendu parler. Or, un enfant qui est livré à lui-même, et c'est le problème qu'il y a avec les écoles alternatives. Les écoles alternatives, nous le disons, c'est très bien tout ça, de laisser l'enfant livré à lui-même, c'est très bien jusqu'à un certain âge. Parce qu'à un certain moment, il va falloir lui amener des éléments pour qu'il puisse effectivement faire des choix plus tard. Il faut qu'il apprenne des choses. Il faut faire de la cuisine, de la couture, du coloriage, des découpages sans doute, et puis plein d'autres choses. De l'escalade, des promenades, des randonnées, du jardinage, etc. Plein de choses. Plus vous faites de faire des choses à l'enfant, et même d'une manière plutôt approfondie, et donc il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas approfondir tout, plus l'enfant va développer des facultés et va va faire des choses de ses doigts, donc il va réussir, il va avoir une satisfaction et donc éprouver des goûts et peut-être voir naître une vocation en lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il est très dangereux de laisser un enfant seul face à lui-même parce que face à lui-même, s'il n'a pas d'activité, s'il n'a pas de lecture, s'il n'est pas nourri, eh bien il peut très rapidement aller vers la désespérance.
j'ai rien fait dans ma vie, je suis pas sûr de moi, j'ai des échecs, j'ai du mal avec les autres, j'ai du mal dans mes relations, etc. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on en arrive à des enfants qui disent qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ça, c'est un vrai problème. En particulier dans le monde nouveau, dans ce qu'il a de positif, c'est-à-dire les nouvelles entreprises, les nouvelles organisations qui sont sympas, qui sont vraiment très très intéressantes et qui sont tournées vers l'avenir, eh bien ces organisations et ces entreprises s'intéressent à des enfants, des jeunes qui ont fait des choses et qui ne sont pas ils sont pas en plein marasme. Qu'as-tu fait dans ta jeunesse? Un enfant qui répond bah, moi je suis allé à l'école, j'ai fait ce qu'on m'a demandé toute ma vie, bah, c'est pas très intéressant, hein, c'est évident. J'ai le bac, oui, bah, enfin, le bac, tous les enfants ont le bac maintenant. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dans ta vie? Mais quelqu'un qui peut dire, oui, j'ai créé une association dans mon quartier pour sauver tous les chats errants. Oui, j'ai créé une association d'ornithologie. Oui, j'ai voyagé parce que je voulais rencontrer des gens qui souffraient de telle maladie. Oui, j'ai appris le piano. J'ai travaillé le piano toute ma vie. J'ai donné des concerts. Ah, voilà. Ça, ce sont des enfants qui ont fait des choses. C'est un commencement, si vous voulez. Il y a des responsabilités, il y a des prises de risques, il y a de la créativité. Tout ça, c'est bon, c'est ce qu'on demande dans le monde de demain. Hein? Alors, nous insistons bien sur ce fait que il ne faut pas toujours occuper l'enfant avec de l'activité, des livres, etc. Il faut de temps en temps le laisser seul, face à lui-même. C'est très important d'avoir du silence, de la contemplation, beaucoup plus que de l'autocontemplation. Il faut éviter autant que possible l'autocontemplation, mais de la contemplation, du silence, et même de l'ennui, ça peut être extrêmement bon pour un enfant. Mais à côté de ça, il faut aussi des activités et des choses qui permettent de nourrir le cerveau et son cœur, le cœur de l'enfant. Mon fils, 16 ans, a arrêté au bout de 3 semaines de 6e. Il est plutôt secret et passionné par les sujets astronomiques ou scientifiques ou entomologiques. Et bien, donc, automatiquement, c'est qu'il a été au contact de ces choses-là. Il s'intéresse à ça. Il a eu l'opportunité de faire des voyages en République tchèque, Thaïlande, qui lui ont ouvert l'esprit et permis de découvrir d'autres cultures. Très bien. Ma fille de 12 ans a stoppé aux vacances de Noël du CE1 et après une longue période de déconditionnement d'un CP catastrophique, elle est aujourd'hui très épanouie, très lumineuse et une artiste très complète. C'est la plus à l'aise dans la vie. Je dirais que ce qui me manque le plus, c'est que j'aurais aimé que mon fils ait accès à un laboratoire, mais on ne peut pas profiter des équipements des établissements. Alors rassurez-vous, dans l'établissement, ils vous brandissent tous des équipements très complets. On a très souvent des témoignages de gens qui nous disent ah oui, ça c'est sûr, hein, ma fille a visité le labo complet la première heure lors de la visite de l'école, à la rentrée, c'était très bien avec les parents, ouais, mais sauf qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Et ça c'est très fréquent parce qu'ils ont peur que les enfants cassent des choses ou je ne sais pas quoi. En tout cas, en général dans les établissements, les équipements sont très rarement accessibles aux élèves réellement. C'est plus pour la vitrine que pour autre chose. Alors oui, la chimie, c'est pas toujours évident d'en faire à la maison, mais on peut en faire quand même des choses assez sympas sans avoir des gros budgets. Et sinon, de nos jours, merci Internet pour l'accès à tout ce dont on a besoin. Oui, nous avons également, enfin tout ce dont on a besoin. Là, vous savez, là aussi c'est une proposition qui nous fait tiquer toujours. Parce que, vous savez, les besoins de l'individu, c'est les besoins qu'il éprouve en fonction des sollicitations qu'il a vécues par le passé. Je veux dire par là que si vous avez toute votre vie mangé dans du McDonald's et vous ne connaissez que ça, ben, votre besoin sera de trouver un McDonald's, peut-être un Quick. Mais vous n'aurez pas le besoin d'aller dans un excellent restaurant gastronomique. Vous n'avez pas le besoin. Votre besoin, il va se développer en fonction de choses que vous avez vécues qui vont développer ce besoin. Votre besoin, il va se développer en fonction de choses qu'on va vous amener, que vous n'allez pas inventer. De même, vous n'allez pas découvrir en restant face à vous-même et dans l'autodéveloppement personnel et sans être un peu aidé, vous n'allez pas découvrir toute seule la science des mathématiques. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous amène des éléments. Je veux dire, l'enfant à 12 ans ne découvre pas Pythagore, elle ne va pas pondre tout seul le théorème de Pythagore ou d'Euclide. Vous comprenez? Il faut bien que quelqu'un lui amène. Et si on laisse un enfant d'ailleurs découvrir tout par lui-même, il va perdre énormément de temps et puis il va faire des erreurs. S'il faut qu'il découvre tout seul les tables de multiplication, c'est déjà compliqué quand elles sont déjà posées sous les yeux de l'enfant. Il faut quand même déjà avoir une certaine pratique. Mais s'il fallait qu'il les invente tout seul ou qu'il les redécouvre tout seul, ça lui prendrait énormément de temps. Et à nouveau, cette idée, nous la critiquons, qui est de dire « Oh, mais nous, on n'a pas besoin de tout ce que l'école donne, parce qu'effectivement, l'école, elle est mauvaise, donc on a tendance à la critiquer. Mais ce faisant, on a tendance à tout rejeter en bloc. » Or, l'école, elle est aussi, dans la partie qui est bonne encore, elle est aussi le legs de l'humanité qui nous a transmis des choses. Archimède, depuis Archimède, et même bien avant déjà, il y a eu des découvertes extraordinaires dont nous devons bénéficier. Pourquoi faire tout repartir à zéro?
Je veux dire, l'enfant ne va pas refaire toute l'histoire de l'humanité à lui tout seul, c'est pas vrai. Il aura sa petite vie dans sa spécialité. Et c'est bien dommage parce qu'il passe à côté de tas de choses. Si vous dites à un enfant, bon, moi je veux pas t'intoxiquer, je veux pas te manipuler, je veux pas te montrer monnaie, de gars, etc., tu vas faire tes propres peintures, ben, vous pouvez être à peu près sûr à 99% de chance, ou de malchance, que l'enfant va faire quelques dessins et puis il va être déçu parce que ça va pas lui plaire. Si vous ne lui donnez aucune espèce de technique au départ pour essayer de se faire plaisir, il va pas avancer. C'est un bon éducateur qui amène des techniques, des choses qui lui permettent d'avancer, de progresser. Donc c'est dommage de ne pas lui montrer Monet, de ne pas lui montrer Degas et de ne pas lui montrer tous ces peintres qui nous ont précédés et qui nous donnent des techniques qui peuvent nous permettre de nous améliorer et de progresser. Donc le besoin, c'est quelque chose de très évolutif en fonction de ce que vous faites. Si aujourd'hui, par exemple, je suppose que vous n'avez pas besoin de parler chinois. Ce n'est pas votre besoin, donc ça ne vous intéresse pas. Bon. Mais si vous faisiez un stage chez un acupuncteur chinois et que vous commenciez à vous intéresser aux choses, si vous montrez un petit peu, peut-être que dans un an, vous auriez un énorme besoin de parler chinois et de le développer, de l'améliorer. Donc le besoin, il est évolutif en fonction des sollicitations. Et ça, c'est très, très important. Ce qui veut dire que la qualité des sollicitations va changer complètement l'individu. Mes besoins de demain seront différents en fonction de ce que je vais vivre. De même, ma liberté elle-même sera différente. Car quand je saurai le chinois, l'anglais et l'espagnol, ma liberté sera beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que je suis libre. Mais je serai bien plus libre de me mouvoir et de parler et de communiquer quand j'aurai acquis ces différents langages. De même, je serai bien plus libre quand j'aurai acquis la maîtrise de différents instruments de musique. Ou la maîtrise de la caméra, du montage et de comment faire un film. Vous voyez ? Donc je crois que cette idée qui est née... Enfin, je sais où c'est né du côté politique, mais la vision derrière tout ça, c'est de couper l'individu d'un legs ancien parce que c'est un processus révolutionnaire où l'individu va tout réinventer par lui-même, qui est faux. C'est faire table rase de ce qui nous précède, et c'est extrêmement dommage parce qu'il y a des merveilles extraordinaires, y compris dans un passé très proche, aussi bien dans la musique, dans le cinéma, dans les arts, dans la littérature. Il y a plein de choses qui disparaissent faute de public, parce que le public ne s'y intéresse pas. Il y a des livres qui sont sortis il y a 20 ans, ils ont été lus pendant quelques mois, et ils sont complètement disparus, plus personne ne les lit, alors qu'ils sont extraordinaires. Et je ne compte pas tout ce qui a été fait au 19e siècle, des merveilles musicales, de théâtre, etc. Ça a totalement disparu. Les gens, ils connaissent 3 ou 4 auteurs, Lamartine, Balzac, Hugo, bon, c'est tout. Ils connaissent un petit peu, mais il y a eu des dizaines de milliers d'auteurs extraordinaires au 19e siècle qui ont disparu. C'était extraordinairement dommage. Alors je ne dis pas qu'il faut tout avoir lu, bien sûr, mais au moins essayons de nourrir l'enfant avec suffisamment de choses pour qu'ensuite il puisse, avec une liberté qui est développée, avec des besoins qui sont développés, qu'il puisse choisir ce qu'il aime réellement. Pardon. Nous avons également une belle médiathèque là où nous habitons et tout ceci permet d'ouvrir une foultitude de pistes de travail. Bon, d'accord, ça rejoint un peu ce que je dis. Il faut faire attention parce que dans les médiathèques municipales, ils ont purgé de plein de choses. Vous pouvez poser des questions sur quelques auteurs disparus, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce que c'est les auteurs maudits, interdits, qui ne sont pas politiquement corrects. Donc on a purgé et envoyé au pilon des milliers et des milliers de livres. Dans toute la France, il y a eu un mot d'ordre. Les ministères ont envoyé des mots d'ordre, des listes de livres à détruire par le feu ou par le pilon. Et donc aujourd'hui, on ne trouve plus. Des livres extraordinaires. Hein, extraordinaires. Les films, c'est pareil, il y a plein de films qui ont disparu. Hein. Donc nous, un jour, je pense qu'on fera une liste des plus beaux films du cinéma. Et dans les 10 premiers que nous trouvons les plus beaux, il y en a au moins 7 qui sont aujourd'hui pratiquement interdits, qui ne sont jamais diffusés.